Allez, aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour de la ferme. On va en profiter pour discuter de ce qui n'a pas fonctionné l'an passé, de ce qu'on a décidé de mettre en place pour faire mieux, de quelques nouveautés. Enfin bref, on va vous présenter notre organisation pour cette nouvelle année. On commence par les canards coureurs indiens, les régulateurs de gastéropodes par excellence. Limaces, escargots, tout y passe, des années qu'ils nous accompagnent au potager et ils sont, il faut le dire, super efficaces. Cette année, leur travail va se cantonner principalement dans notre cour. On a transformé en véritable jardin potager dans lequel on cultivera essentiellement tout ce qui pousse vite et dont on a besoin quotidiennement en cuisine, comme les laitues, les jeunes pousses en mélange, les épinards, le persil, le coriandre, bref, tout ce qui est légumes, feuilles et aromates. Un petit passage chez les ânes, nos fournisseurs d'or noir pour le potager. On va leur ouvrir pour qu'ils puissent aller se dégourdir les pattes et se réchauffer. Des animaux très intelligents, hyper attentifs et doués d'une grande sensibilité. Franchement, c'en est parfois déroutant car on a vraiment la sensation qu'ils sont capables de ressentir les émotions humaines, qu'elles soient tristes ou joyeuses, et d'y prêter attention. Comme dit le proverbe, on ne voit bien qu'avec le cœur. On ne peut percevoir ces sensations que si l'on s'autorise à sortir de la perception ordinaire des choses. Trêve de bavardage. En ce moment, on leur sert du foin matin et soir parce qu'il fait vraiment très froid et ensuite ils passent leur journée dans la prairie en contrebas de notre forêt. Alors ici, on se trouve devant ce qu'on a appelé notre jardin d'abondance. Donc, juste pour une configuration rapide des lieux. Faut que je vous explique parce qu'il y a eu quelques changements ces derniers temps. Donc, on a la serre ici quand on entre, à droite et à gauche des futures zones de culture, et au fond on a notre petit verger dans lequel on vient d'installer toute notre basse-cour. Mais on va en parler après. Après plusieurs années passées à découvrir la permaculture, ce qui a été et continue d'ailleurs d'être une véritable source d'enrichissement, on a fait un constat. Un trop grand écart entre le travail qu'on fournit, les efforts déployés et les rendements obtenus. Alors, on a de belles récoltes, certes, mais déjà d'une, pas correspondantes à nos attentes, de deux, qui nécessitent un travail d'acharné au potager, et de trois, surtout pas proportionnel à nos besoins. Ici, comme vous le savez, on est 9 à la maison, donc c'est pas avec 4 salades, 2 carottes et 3 poireaux qu'on va se nourrir. Ça, c'est de l'ordre du challenge trop facile pour nous, c'est réservé aux petits joueurs. Nous, on aime les défis bien rudes, donc si on veut se nourrir quasi exclusivement de notre production, en tout cas pour ce qui est des légumes, de la viande, des œufs et du miel, on doit trouver et mettre en place des solutions qui vont nous permettre d'être plus productifs. Il faut qu'on puisse atteindre une certaine correspondance ou du moins un certain équilibre entre ce qu'on sème, ce qu'on met en terre et ce qu'on récolte au final. Donc au potager, on a identifié notre principal problème et j'ai nommé la gestion de l'enherbement. On y passe un temps fou, on y gaspille beaucoup d'intrants, principalement la paille et le foin, alors que de base, ces deux matières sont destinées aux animaux. La paille pour leur litière et le foin pour compléter leur alimentation. C'est là qu'intervient la toile de paillage tissé. La paille et le foin au potager, c'est ok pour nourrir le sol, c'est ok pour maintenir l'humidité, il n'y a pas de problème. C'est ok sur des petites surfaces, c'est ok si tu as du temps, mais si tu veux produire beaucoup de légumes sur des grandes surfaces et que ton temps est compté parce que tu as plein d'autres trucs à gérer, ça n'empêchera pas l'enherbement, ce qui viendra pénaliser tes cultures. Ou alors uniquement si tu en mets des couches et encore, il faut y revenir plusieurs fois dans la saison. Donc, du travail vain, de la perte de temps et d'argent. C'est là qu'intervient une nouveauté pour nous, la culture sur toile de paillage. On pense avoir trouvé la solution qu'il nous faut pour être plus productif, s'économiser du temps de travail qu'on va pouvoir réinvestir ailleurs et ne plus s'épuiser dans une corvée complètement évitable. Venons-en à ces toiles de paillage. On a choisi de la toile tissée en polypropylène, 130 grammes au mètre carré. Globalement, on a fait le tour de la question. C'est ce qu'il y a de plus résistant et donc de plus durable dans le temps. Donc ça se vend en rouleaux comme ceci, on a pris deux tailles différentes,
du 1,30 m et du 2,10 m, ce qui va nous permettre de donner la taille qu'on souhaite à nos différentes zones de culture. Ça s'installe très facilement, il suffit de dérouler sa toile en fonction de la longueur souhaitée et de procéder à sa découpe au ciseau ou au cutter. En plus, la toile est marquée, chaque carreau fait 25 cm, donc ça facilite la prise de mesure et plus tard le respect des distances entre les jeunes plants au moment de leur mise en terre le printemps venu. Ensuite, il y a des agrafes comme celle-ci pour bien la fixer au sol. Par contre, faites gaffe, ça coupe. Et voilà, c'est super simple à installer. Alors ici, on a déjà créé 3 zones de culture différentes sur le côté droit de notre serre. On a bien pris soin de laisser des allées de la largeur de notre brouette, puisqu'on devra venir enrichir notre sol avec du fumier, étant donné qu'on y cultivera sûrement tout ce qui est culture gourmande, comme les cucurbitacées et les solanacées, qui d'ailleurs pourront bien se gorger de soleil puisqu'on est ici exposé plein sud. Ensuite, prochainement, on va venir créer d'autres zones de culture du côté gauche de la serre, exposé lui nord-ouest, et ici on privilégiera tout ce qui est légumes-feuilles type blettes et choux, mais aussi les légumes racines comme les carottes, betteraves, navets et compagnie. Comme ça, ils pourront eux profiter de l'ombre projetée de la serre aux heures les plus chaudes. Mais avant ça, il faut qu'on vienne passer un coup de débroussailleuse sur quelques ronces pour que plus rien ne dépasse. Ça, c'est important pour ne pas déchirer votre toile au moment de la pose. À présent, revenons au chantier actuel. Alors, en ce moment, je vous montre, ici la terre est très tassée, donc on va venir passer un coup de motoculteur pour décompacter tout ça. Ensuite, on va y épandre notre tas de fumier qui est là, en train de composter tranquillement. Ici, on a entre autres de la paille souillée de la bergerie et du poulailler, et du foin qui tombe au pied des râteliers et que les animaux ne mangent plus. Après, on va remettre en place toutes nos toiles de paillage sur les différentes zones enrichies et laisser la vie du sol faire son œuvre jusqu'au printemps. En attendant, plus de photosynthèse car plus de lumière, donc plus de mauvaises herbes, maintien de l'humidité dans le sol car laisse passer l'eau et limite l'évaporation, et terre couverte, donc terre qui se réchauffe plus facilement au printemps, c'est génial. Trêve de potager, passons à la basse-cour. Alors, quels sont les changements? Pour commencer, on a rapatrié toutes les poules dans le verger, pour leur action bénéfique au pied des arbres et parce qu'ici, elles sont mieux protégées des prédateurs. Car rappelons qu'on se situe juste en lisière de forêt. Non mais parce que partager mes poulets dodus avec le renard, ça va 2 minutes. Ici, vous pouvez observer un fil blanc électrifié tout au long de la clôture, donc qui s'y frotte, s'y pique. Ensuite, parlons installation. 3 enclos, le petit pour les poussins, le moyen pour les poulets de chair et le grand pour les reproductions. Actuellement, ce ne sont pas leurs emplacements définitifs, les poulaillers non plus d'ailleurs, donc je sais, hein, c'est un peu le bazar. Prochainement, on va agrandir l'enclos jusqu'au grand chêne là-bas au fond, et à partir de là, on définira chaque emplacement pour les enclos, et ensuite on pourra y installer chaque poulailler. Ça fait d'ailleurs partie des avantages non négligeables de nos poulaillers, le fait qu'ils soient complètement démontables et donc transportables, car ça nous permet de proposer continuellement de nouvelles pâtures à nos volailles, et donc d'assurer leur bien-être et par conséquent leur éviter bien des maladies. Ensuite, parlons poules. On élève 6 races de poules pour notre consommation, mais aussi pour en tirer un certain revenu. Uniquement des races lourdes. De la Marran et de la Legbar, ça c'est pour les œufs colorés. De la Favrole et de la Sussex, ça c'est pour la finesse de la viande, bien que la Marran soit aussi très prisée gustativement. Et ensuite de la Barnevelder et de la Rhode Island, ça c'est pour les deux, la viande et les œufs, et aussi pour le plaisir des yeux. Trêve de basse-cour, passons aux moutons à présent. On a changé de race. Avant, on élevait des tonnes et marteaux et maintenant des solognos. Là aussi, le choix de cette race, c'est le fruit d'une expérience et d'une réflexion. Ce qu'on a appris et compris, c'est qu'il faut élever des animaux vraiment adaptés le plus possible à son système. Quelques questions à se poser avant de se lancer dans l'élevage. Pour quel objectif? Pour quel terrain? Pour quelle installation? Et pour quel bâtiment? Une fois que vous avez trouvé réponse à ces questions, vous pouvez faire votre choix. Nous, on élève des moutons tout d'abord pour notre autonomie en viande, pour consommer de la viande de qualité.
Ça tombe bien, la viande de mouton Sologno est réputée d'une saveur exceptionnelle qui se rapprocherait un peu de celle du chevreuil, dit-on, mais aussi comme tondeuse écologique. Ça tombe bien, la solognotte raffole des jeunes pousses de ligneux, elle valorise très bien la végétation pauvre et donc ici, elle régule la pousse des ronciers et réouvre les chemins de forêt, ce qui permet un entretien efficace de notre terrain. Elle est docile et facile à apprivoiser, donc elle respecte bien les clôtures, notamment les filets mobiles électrifiés qu'on utilise et qui permettent de faire de la rotation de pâturage. C'est une brebis réputée très rustique, elle peut passer sans problème les 4 saisons en plein air, elle résiste particulièrement bien au parasitisme et aux maladies dues à un environnement humide, ce qui est le cas dans notre région et sur notre terrain tout autour de nos étangs. Voilà, on pense avoir trouvé la race de mouton qui s'adapte le mieux à notre système, ainsi que le système qui permettra à cette race de bien se développer en vivant dans des conditions favorables à son bien-être. Trêve de mouton, passons au semis du mois. On vient de recevoir notre commande de graines de chez la Semence Bio. D'ailleurs, je vais pouvoir ouvrir le colis directement avec vous. Carton qui vaut son petit pesant d'or, carton petit mais qui en réalité contient les graines de kilos et kilos de légumes, de biodiversité, d'héritage, de patrimoine végétal. On a commandé différentes variétés pour chaque légume en restreignant malgré tout nos choix pour pas partir dans tous les sens. N'oublions pas que notre objectif c'est la production de notre nourriture quotidienne mais aussi la préparation de conserves pour l'automne-hiver, donc on se doit de semer et planter simple et efficace. Début janvier, on sème essentiellement des solanacées type poivron et aubergine pour pouvoir espérer des fruits mûrs dès le mois de juillet et des légumes feuilles type épinards, blettes, laitue et quelques aromates. Autre changement, cette année comme contenant, on utilise des plaques de semis alvéolées qu'on trouve vraiment très pratiques, que ce soit pour effectuer le semis qu'au moment du repiquage, mais aussi pour l'arrosage. D'ailleurs, cette année, fini le petit brumisateur bien connu qui nous faisait perdre un temps fou. On est passé directement au pulvérisateur qui nous permet un arrosage rapide et facile. Là aussi, l'idée, c'est de trouver au fil du temps du matériel et des outils qui nous correspondent au mieux et qui nous permettent de travailler efficacement. Voilà, c'est tout pour nous. Dites-nous en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2022 qui commence. Racontez-nous vos projets, partagez-nous vos idées, faites-nous part de vos commentaires. On a hâte de lire tout ça et on vous dit à la prochaine.